Bonsoir tout le monde, merci Bonsoir. d'être là. Bonsoir. Salut Pierre, merci d'être là. Merci de ta présence. Tu es là ce soir pour parler particulièrement d'une BD qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle Cauchemar. On va essayer d'en dresser les contours ce soir. Au passage, vous pourrez la voir encore pendant un petit moment et depuis quelques temps afficher les 11 premières doubles pages et la couverture. Donc ici. Tu me corriges si je dis des bêtises. Ouais, ça marche. Pierre, à Lyon, tu crées en début d'année 2000. Ouais, 2005. 2005, c'est ce que j'ai lu, ouais. 2005, le collectif Arbitraire. Ouais. Donc en parallèle de tes études à Émile Coll. Donc un collectif qui s'articule surtout autour d'une revue. Ouais. Là, c'est le 12e numéro. Avec un collectif d'auteurs et d'autrices. Ouais. Le collectif qui est toujours vivace. Autour d'une maison d'édition surtout. Ouais, le collectif c'est un peu émietté en cours de route, mais la maison d'édition existe encore. Ouais. Bon, elle soufflote un peu parce que c'est du bénévolat depuis bientôt 20 ans en fait. Ouais. 19 ans. Mais ouais, je pense qu'il y a eu une grosse énergie collective au tournant des années 2010, je dirais, où la revue avait vraiment une forme finie. C'était vraiment une revue d'expérimentation en bande dessinée. Et après, voilà, après ce dernier numéro, qui était vraiment un numéro expérimental et collectif, ça a basculé sur une micro-structure éditoriale qui a sorti encore un livre en 2023, mais qui tend à souffler un petit peu là. Ouais. Et toi, personnellement, sous ton nom, Pierre Ferrero, tu publies en 2013 les hallucinantes aventures de Marlissou. Je recommande chaudement. Puis en 2015, un recueil de strips d'Isaac Neutron. Ouais. Et toujours Requin Marteau, donc ça c'est hébergé par Arbitraire. Ouais, 2015 Arbitraire. Et Marlissou en 2013 et La Danse des Morts en 2015 au Requin Marteau. Requin Marteau aussi. Donc dans un registre graphique qui s'affirme, je trouve, donc en 2015, tout couleur, super beau. Ouais. Et donc en novembre 2023, Cauchemar, qui est arrivé sur les tables, voilà, en frappant très fort visuellement, je trouve. Donc novembre 2023, on en trouve une trace collection RVB, donc pour les abonnés de la collection RVB en janvier 2023. Ouais. Un petit strip, donc c'est des strips numériques, des fois accompagnés chez RVB d'un bouquin en librairie, mais pas là. Ouais, là c'était juste sur le site, à destination des abonnés. Ouais. À destination des abonnés, donc un petit strip sur le vol du cercueil de Pétain. Donc ça, c'était assez alléchant. Et avant de rentrer vraiment dans ce cauchemar, est-ce que tu peux nous dire, si tu peux dater la première mouture de ce projet, comment il est né, sur quel terreau quoi, Et je pense que ça commence à mûrir dans ma tête au tournant de 2018-2019, qui est le moment où moi j'ai vécu 3 ans et demi à Paris. Et en fin 2018, je quitte Paris pour m'installer en Corrèze, dans une petite ville. Et je pense qu'il y a un petit moment où je reprends ma lecture de bande dessinée, je reprends ma pratique de bande dessinée que j'avais un peu mise de côté. La Danse des Morts, donc c'est 2015, celui-là 2023, donc il y a 8 ans entre les deux. C'était un moment très long où j'ai vécu beaucoup de choses. Et voilà, tournant 2018-2019, j'ai envie de reprendre la bande dessinée d'auteur, vraiment en réfléchissant à une histoire, un scénario, en le dessinant. Et c'est motivé par l'actualité. Je peux peut-être juste le résumé de Cauchemar, très rapidement. C'est quand même Pétain qui se réveille en entendant un slogan dans une manifestation. Pétain revient, t'as oublié tes chiens. Et ce slogan arrive jusqu'à l'île-Dieu où le maréchal Pétain est enterré. Et là, les affaires reprennent. Donc là, il sort en mode zombie.
Ça commence comme une série B, mais ça continue comme on va dire une chronique sociale, puisqu'il veut reprendre le pays en main. Donc voilà ce qui se passe dans cette BD-là. C'est Pétain qui revient et le chaos qui va survenir est vraiment l'objet de toute cette BD-là. Voilà, donc c'est pour situer dans quel type de récit on se trouve, on développera tout à l'heure. Mais... Bah, ouais, voilà, moi c'était. En fait, c'est vraiment ça. Il y avait cette espèce de slogan avec l'idée potache qu'un slogan peut réveiller le maréchal Pétain, qui est un peu la figuration de ce qu'a pu être l'extrême droite au pouvoir en France. Et donc voilà, tournant 2018-2019, moi j'avais été assez actif à Paris et à la frontière à Briançon avec les personnes exilées. Donc quand on aide les personnes exilées, bah, on est aussi confronté à la police, à la violence de l'État. Donc il y a tout un espèce de petit fil comme ça que j'ai détricoté et que j'avais besoin, je pense, de raconter en faisant ce que je sais faire de la bande dessinée. Et voilà, donc au départ, il y a vraiment cette idée d'un peu de déverser tout ce que j'avais vu et vécu, mais en effet, en commençant avec une idée un peu rigolote ou potache, et en fait, en déroulant le fil, j'avais beaucoup plus de choses à mettre dans le livre, donc c'est pour ça qu'il fait 400 pages et pas 60. Et ça commence sur le ton un peu humoristique, mais très vite, en effet, ça bascule vers quelque chose de plus de l'ordre de la dystopie. Enfin, je voulais penser à une espèce d'anticipation très courte. Il y a un prétexte, en fait, du retour du maréchal Pétain, donc de la France de Vichy. Et en fait, il arrive en 2020-2023, et il se rend compte que le terreau est plutôt fertile pour des idées qui avaient déjà été mises en place il y a un certain nombre d'années, quoi. Donc voilà, après, au tout début, je pense que je voulais faire quelque chose d'un peu rapide, et très vite j'ai structuré le récit pour avoir une vraie histoire, avoir un squelette un peu de récit d'aventure sur lequel je vais poser différentes couches, donc voilà, de critique sociale, de critique de l'actualité. Voilà. Ouais, il y a un truc assez frappant dès le premier chapitre. Donc il y a 12 chapitres et un épilogue. Ouais. Et dès le premier chapitre, on a Pétain en mode zombie. Donc c'est en plus avec un dessin hyper plastique, c'est très vivant. Mais on se rend compte, ouais, ça bascule très rapidement. On sent que là on fronce les sourcils très rapidement parce que Pétain qui revient et qui a envie de reprendre les manettes se rend compte qu'en fait la police est prête pour ça, le pays est organisé pour ça. Macron à l'Élysée, ah maréchal te voilà. Au commissariat, il y a même une affiche de 41 pour le recrutement des. Enfin, ouais. c'est ça que tu décris, c'est que c'est prêt, quoi. Ouais. Bah, alors après, j'ai fait pas mal. Enfin, après, il y a le parcours d'activités plus engagées, comme je disais, en aidant les personnes exilées ou réfugiées, bah, forcément, on s'intéresse à la police, à l'État, à l'histoire de l'immigration, à toutes ces choses. Donc, j'avais déjà quelques connaissances, notamment sur la police, assez comment dire, aiguisées, quoi, sur comment on peut retrouver un corpus idéologique proche de l'extrême droite dans une large frange des forces de l'ordre. Donc ça se trouve dans des livres, notamment des livres de sociaux, d'anthropos, je pense à Fassin ou à Rigouste. Donc il y a aussi tout un travail de recherche sur ce qu'est le corps des forces de l'ordre, après sur un travail de recherche aussi historique sur ce qu'a été le régime de Vichy, les alliances politiques qui ont pu se faire dans l'histoire entre libéraux et partis plutôt fascistes ou fascisants. Et c'est vrai que là, il y avait cette idée de est-ce qu'on n'est pas en train de retomber dans quelque chose d'à peu près similaire, même dans certains mots qu'on voit surgir, notamment lors de la période électorale de 2022, il y a des choses qui sont, quand on connaît un peu l'histoire du régime de Vichy, il y a des mots ou des tournures de phrases qui sont vraiment pas anodines parce qu'elles existaient déjà il y a 70 ans en fait, dans la bouche de partis fascisants, quoi. Donc il y a une espèce d'enveloppe un peu rigolote, un peu fantastique, mais derrière il y a quand même un gros travail en fait, qui est appuyé sur du réel, quoi. Donc par exemple, enfin il y a des trucs anecdotiques, mais je sais plus dans quel commissariat parisien le commissaire a un drapeau à croix gammée dans son bureau et tout le monde le sait, quoi. Ou un mug du Front National et tout le monde le sait. Enfin, il y a des choses très sourcées qui montrent qu'il y a quand même au sein de la police en France
ces idées qui viennent et qui s'affirment. C'est surtout ça aussi qui était peut-être déjà là, mais qui s'affirme un peu plus de manière plus flagrante, quoi. Et donc là, ce qui se passe quand Pétain passe la porte de l'Élysée, donc il faut quand même rappeler que Pétain, il est doté de pouvoir, je sais pas comment on peut dire ça, mais De super pouvoir. il a des super pouvoirs, quoi. Donc des éclairs qui lui sortent des yeux. Si on se met en travers de son chemin, il est capable de vous convertir, quoi, quelque part. Et la conversion qui s'opère très rapidement, c'est sur les forces de l'ordre. Tous les policiers de France deviennent je sais pas, des facochères. Ouais, En alors. mode bebop de Tortue Ninja. Moi, j'ai pensé Ouais, à ça, ouais, quoi. Vraiment. on a souvent sorti Bebop de Tortue Ah oui. Ninja. Après, moi, je me suis dit, bon, ça peut être aussi des orques. En fait, il y a Ouais. vraiment un côté fantastique. Ouais, Donc, c'est ça. ça devient. Enfin, c'est aussi, je pense. J'ai beaucoup aimé lire Le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune. Il y a aussi cette idée-là d'une espèce de masse de soldats un peu monstrueuse qui obéit aux ordres sans réfléchir et qui va agir par violence, quoi. Donc, oui, facochère, sanglier ou orque, il y a un truc, ouais. Pour aussi rester dans le registre fantastique, quoi. Et par contre, dans le texte, pour avoir lu Marlissou, La danse des morts, Isaac Neutron, il y a quand même beaucoup d'humour. Un truc hyper potache, très lâché dans les dialogues. Là, on sent que c'est... comment tu as dosé l'humour? Parce que, ok, la situation, elle est grave, et ça va aller vraiment crescendo, c'est un cauchemar, vraiment, pour le coup. Mais franchement, il y a des passages où on rit, il y a des situations hyper cocasses. Enfin, toi, tu penses à ça au dosage ou ça devient comme ça? En fait, je le pense en termes de... Il faut que je fasse attention à pas trop être... Ça commence... Alors, pour celui-là, c'est assez flagrant parce qu'il est chapitré. Et pour rembobiner sur la première question, en fait, quand je me suis rendu compte que j'allais faire un livre de plusieurs centaines de pages, pour pouvoir aller jusqu'au bout, je l'ai chapitré. Et chaque chapitre, je le sortais en fanzine, en fait. Je faisais une petite édition papier que je vendais sur des salons que je donnais, qui me permettait d'avoir un retour et qui permettait, moi, comment dire, de cadrer un petit peu mon travail et de reprendre le souffle entre chaque chapitre. Et en fait, le premier chapitre est assez rigolo. Il y a cette idée un peu idiote de Pétain qui revient. Et puis très vite, en fait, je dis non, mais je me dis à moi-même, non, mais on va pas rester dans un registre uniquement drôle. Donc le deuxième chapitre est limite un chapitre documentaire sur le parcours des personnes exilées qui franchissent la Méditerranée. Ouais. Et on est dans quelque chose de très sérieux pour le coup. Et après, en fait, je fonctionne comme ça où en effet, je dose, mais je me dis pas, bon, il va y avoir tant de blagues. Je le fais aussi au fur et à mesure en mode empirique. Et je sais que le chapitre 6 était un chapitre assez, qui est un des plus durs, qui était assez dur à faire aussi parce que c'est vraiment. C'est le chapitre où j'imagine l'extrême droite actuelle qu'on entend, on les entend dérouler leur programme, donc avec ces histoires de grands remplacements et de rémigration. En fait, je suis dans l'anticipation et j'imagine qu'ils mettent ça en place. Donc j'essaye d'imaginer comment ils le feraient concrètement. Et donc quand je fais ce chapitre-là, là je me dis, ouf, là je rentre dans quelque chose, même pour moi c'est assez dur à faire. Ouais. Et donc après, il y a quand même l'idée de... Je veux pas que ce soit que ça, donc faut que je remette aussi une dose d'humour à un endroit. Ouais. Et puis forcément, il y a aussi tout le déroulé du récit et la fin que je maîtrise. Et là, ça je le sais dès le début où je vais, quoi. Ouais. Donc il y a cette idée de... Voilà, je pose des choses, j'essaye de... c'est comme de la cuisine un petit peu, mais sans forcément suivre de recettes, où j'essaye de doser en goûtant, mais tout en sachant exactement où je vais à la fin, quoi. Ouais. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a un côté très très frontal. La traversée, donc c'est au début, on voit vraiment donc un premier chapitre où la situation à Paris se dégrade très très rapidement. Donc Pétain arrive à l'Élysée, fusionne avec Macron. Donc ça crée vraiment un monstre à deux têtes et qui est très très dur. Zemmour en chihuahua sur l'épaule. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'assez complètement. On a l'impression d'avoir pris une drogue très très puissante. Mais frontalement, le deuxième chapitre, c'est vrai qu'on là pour le coup, c'est assez droit. On a cette trajectoire de migrants, donc depuis la Libye jusqu'à, c'est pas nommé, mais tu peux dire
c'est leur trajectoire, ou est-ce que va se Ouais, passer une partie de l'intrigue? ouais, alors c'est vrai que je nomme pas les lieux. Alors on reconnaît Paris, mais après il y a un travail documentaire iconographique où en effet ils arrivent à Lampedusa et puis après, enfin au sud de l'Italie, et puis là on suit trois personnages qui vont rejoindre un collectif plus large, qui vont combattre le monstre, le boss final, je sais pas comment dire. Et en fait eux ils reprennent, ils font le trajet. Que font la plupart des personnes qui arrivent en Italie. Ils remontent jusqu'au nord et ils passent la frontière soit dans la vallée de la Roya, donc par Vintimille et ensuite Menton, soit à la frontière à Briançon où j'ai grandi. Et donc il y a un col un peu plus haut, donc, qui est à Montgenèvre, ou le col de l'Échelle, qui sont deux points de passage. Et donc moi, sans les nommer, moi en fait, je me suis vachement inspiré de Briançon, donc il y a des Ouais. lieux. Enfin, j'ai redessiné des endroits qui existent vraiment, qui sont le parcours réel de personnes exilées, quoi. Ouais. Et donc, comme tu as poussé le curseur très très loin dans la violence, même si ces choses-là, on sait qu'elles sont actuelles, hein, mais la violence est vraiment à un degré très grave. La clandestinité, la solidarité, elle se passe là-bas, dans des Ouais. petits groupes qui sont un peu entre deux scènes de violence, finalement assez paisibles. Mm. Et enfin, je sais pas, je trouve que tu mets en place pendant une partie de la BD une espèce d'échiquier comme ça où on se dit mais comment ils vont s'en sortir, parce que au fur et à mesure que les mesures sont prises, les taux vraiment se resserrent, quoi. On parle de rafle, on parle de, 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 de rouvrir le bagne de Cayenne, de pucer les gens, de reconnaissance faciale par drone. Ça va vraiment crescendo. Et on se dit mais comment ils vont s'en sortir. Et finalement le cauchemar il est là, quoi. C'est plus vraiment Pétain au bout d'un moment, Ouais, c'est ouais. vraiment ça, quoi. C'est un système, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Mais alors, après, ce qui est assez fou, enfin, et pas très drôle, c'est que au fur et à mesure de l'écriture du livre, je restais collé à l'actualité avec toujours cette idée d'être dans une anticipation très proche. Et il y a plein de choses qui ont été, enfin, où l'idée a été dépassée par la réalité, quoi. Ouais. Enfin, je sais que là, par exemple, les drones à reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui va être utilisé lors des JO à Paris. Ouais. Donc on y est. Euh, Enfin, quand on est à la frontière à Briançon, il faut voir à quel point il y a une énergie qui est déployée juste pour traquer quelques pauvres personnes dans la montagne. Ça représente des centaines de milliers, voire des millions d'euros de matériel, de gens qui sont là stationnés pour maintenir cette frontière à peu près fermée. Et plus on avance dans le temps, et plus on va loin dans le truc. Donc on peut imaginer, enfin on peut imaginer un mur qui se ferme vraiment, un vrai mur, Ouais. comme Trump par exemple a fait construire avec la frontière du Mexique. On peut Ouais. imaginer le bagne de Cayenne, c'est une idée de Laurent Wauquiez par exemple. Enfin, c'est Ouais. des choses qui sont dites comme ça. Et je me dis, il faut toujours faire attention à ce qui est dit politiquement, parce que en général, après, c'est suivi d'actes, quoi. C'est déjà préparé les têtes A. Et donc moi, l'idée, c'était de reprendre un petit peu toutes ces choses. Euh, En fait, c'est pas moi qui pousse les curseurs. Enfin, Non. c'est les choses qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend, et on se dit, Exactement. mais si ces gens qui le disent ont le pouvoir, Ouais. s'ils le font, voilà, ça ressemblerait à peu près à ça, quoi. Mm. Donc Cauchemar, le titre, c'était justement sur ces années. Donc ouais, ça s'est étalé entre 2018 et 2022. Il y avait ce truc où il y a une actualité qui n'en finit pas d'être de plus en plus effrayante. Mhm. Et souvent les commentaires, c'est c'est un cauchemar. Enfin Ouais, voilà, ouais. la loi immigration. Enfin les gens qui sont un peu au fait, les associations qui aident, quand ils voient cette loi arriver, ils disent c'est un cauchemar, quoi. Enfin, et donc il y avait ce Ouais. truc de voilà, oui, il y a ce truc, on est dans un cauchemar, comment on en sort, comment on se réveille. Je Comment vais on pas se dévoiler réveille, ouais. la fin, mais Non, faut pas dévoiler la fin, mais c'est vrai que c'est à la lecture du bouquin, on se rend compte que finalement le cauchemar, c'est pas Pétain, quoi. C'est de se rendre compte qu'en fait on est vraiment pas loin de ouais, la, on est pas, on peut, ne- enfin ça peut aller très vite parce oui, que c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont déjà réelles ouais, ouais, et ce sont des outils qui sont présents et dans des mains. Bon, voilà, il y a un côté super méchant qui fait. Enfin, c'est quelque chose, toi, pourquoi tu as choisi? Parce que la, la, désolé. la dystopie politique, elle est vachement présente. C'est assez frontal, c'est pas un écran de fumée, mais pourquoi à un moment donné, tu t'es pas. Est-ce que tu t'es posé la question, tiens, mais pourquoi je me débarrasse pas totalement de Pétain? Est-ce que finalement, qu'est-ce que ça te permet, en fait,
ce côté série B et très geek. Bah, je voulais pas faire comment dire, une BD militante ou une Ouais. BD politique. Je voulais quand même rester ce que je disais sur le squelette du récit, sur la structure. Je voulais quand même que ce soit une aventure. Moi, il y avait aussi ce truc où j'aime bien la BD, la BD de récit un peu longue, un peu de série B que je lisais quand j'étais plus jeune. J'aime bien prendre ce truc-là qui est le code un peu populaire de la BD et le détourner à ma manière. Donc pour moi, je voulais faire un récit d'aventure avec un grand méchant. Ouais. Et alors, j'ai cassé un peu le truc du héros ou de la héroïne qui l'affronte. Là, c'est un collectif. Mais voilà, le grand méchant et il y a une organisation et les gens vont combattre pour. Donc il y avait cette espèce de squelette sur lequel, par contre, j'ai voulu mettre des choses beaucoup plus, je sais pas quel terme utiliser, frontales, radicales ou engagées, je sais pas. Enfin, des choses qui me tenaient à cœur à ce moment-là, quoi. Mais j'aurais pu, avec le matériel que j'avais, faire quelque chose de beaucoup plus documentaire ou militant ou assumé comme ça. Ouais, mais on a la sensation de ça. Ouais. c'était... Il y a une postface à la fin que j'ai demandé à un copain, j'ai demandé à un copain qui est un bon spécialiste de la BD indépendante, américaine, française, mais aussi il a une grosse culture de bande dessinée en général, et qui m'a dit, ton truc, c'est un peu bâtard dans le bon sens du terme, t'as le cul entre deux chaises. Et j'avais bien aimé cette critique qu'il avait fait, donc je lui ai demandé de faire une postface. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Il y a aussi le truc où moi-même, je n'ai pas envie de décider que ça va être ceci ou cela. J'ai envie de faire un peu de série B. Enfin, par exemple, la couverture, je dis elle rappelle aussi le film de Cronenberg, Invasion Los Angeles, They Live. Qui est une espèce de film de série B un peu dystopique où il y a des martiens qui contrôlent le monde, mais ils sont camouflés. Donc j'avais envie de faire un peu quelque chose de ce registre-là, mais aussi d'amener quelque chose, comme je disais, qui est beaucoup plus travaillé en termes de recherche, donc sur le régime de Vichy, sur la vie de Pétain, sur les forces de l'ordre. Donc je me suis vachement documenté aussi, donc histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu, qui est une base un peu solide pour nourrir quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Ouais, ça fonctionne très bien. Et, on retrouve le dessin hyper plastique, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc très agréable. Et est-ce que tu peux... toi, tu dégages, il y a des gens qui planent au-dessus de toi, des influences. Ouais. Je sais pas, hein, moi j'ai pensé à je pensais vraiment à plein de trucs, mais c'est hyper hybride et j'arrive pas à tout à fait mettre le doigt dessus. Ben voilà, c'est ce que disait mon copain qui a fait la postface. J'ai eu une grosse période de blocage en termes de lecture de bande dessinée, mais je pense qu'il était aussi en parallèle avec la pratique. Je faisais du dessin, de l'illustration, mais j'avais un peu arrêté la bande dessinée. Et au moment du Covid, c'est ça. Donc j'avais commencé, ça se voit, je pense, il y a vraiment une réelle différence entre le premier chapitre et les derniers, en termes graphiques, quoi, en termes de dessin. Et au moment des confinements, je me suis rendu compte que j'avais aucune culture en bande dessinée japonaise, en manga. Et je lisais plus de BD, je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire du manga. Et en fait, j'ai eu une grosse épiphanie et encore aujourd'hui, j'ai une espèce de boulimie de lecture d'auteurs japonais, alors assez classiques, pas forcément des mangas. Ça, c'est clairement Tezuka, quoi. Alors j'ai découvert Tezuka et j'ai accroché tout de suite et je continue de lire des livres de Tezuka qui est vraiment considéré comme le maître du manga au Japon. Mais j'ai aussi découvert, j'ai lu Akira de Otomo que je savais être un classique que j'avais jamais lu, donc pour les scènes d'action, etc. Et après, voilà, j'ai pioché dans la bande dessinée japonaise un certain rythme dans la narration qui est assez particulier. J'ai pioché des choses dans le cadrage, mais je pense qu'il y a aussi des influences de l'underground américain, qui est quelque chose qui m'a beaucoup passionné quand j'étais étudiant, et la BD franco-belge que j'ai toujours lu et que je lis encore, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'influences dedans, et c'est pareil, j'aurais pu me dire souvent quand on fait une bande dessinée, c'est compliqué de voir le dessin évoluer au fur et à mesure du livre. Donc il y a des auteurs qui essayent vraiment de se maintenir dans leur écriture du début à la fin.
Moi, j'aime bien justement que l'évolution, elle se voit en fait au Ouais. fur et à mesure du livre. Donc, c'est vrai que sur la fin, je pense, du livre, il y a une nette différence avec le début, quoi. On retrouve quand même, je pense, mon écriture, mais on voit Ouais. que ça a été en effet, il y a eu des lectures qui sont passées par là, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a il y a quelque chose moi qui m'a marqué, c'est vrai que ton gaufrier, on appelle ça comme ça, Ouais, il est assez strict. ouais. Il y a une sobriété C'est dans ce quoi un travail. gaufrier? Alors le gaufrier, c'est bah, je t'en prie. Et ben, c'est la manière dont on découpe. Donc en bande dessinée, ça c'est la planche, hein, et ça c'est des cases. Et le gaufrier, ça va être la manière dont on agence les cases dans la planche, quoi. Avec l'espace intericonique ou les gouttières qui délimitent les cases et qui en fait représentent le temps et l'espace dans ce qui n'est pas dessiné. Donc c'est ça tout le jeu de la bande dessinée, c'est de jouer avec ces cases et le temps qui les sépare, le temps et l'espace qui les sépare. Ouais. C'est ce qui n'est pas dit dans la gouttière, Ouais. qui est travaillé dans le cerveau, quoi. Et donc là, c'est un gaufrier je travaille au format, j'ai travaillé un tout petit peu plus grand que ça, mais c'est quasiment le format original. Et le gaufrier, ouais, je crois que c'est 4 cases maximum. Peut-être que des fois, je suis même pas sûr de m'en Non. être. 4 cases, des fois une c'est bande, deux la ouais, réunis, voilà. des fois pleine Une pleine page, page. et 2 ou 3 fois dans la BD, un truc de mouvement, Ouais. quand Pétain se réveille, et à la fin, quand ça Quand ça accélère. quand ça envoie. Qui est là pour le coup très influencé dans un découpage de Tezuka en fait, Ouais. où on a un cadrage qui se balance. Et ouais, voilà. On a des lignes, on a des diagonales comme ça. Sinon, c'est assez sobre. Ouais. Il y a dans La Danse des Morts et encore Ouais. plus dans Marlissou, beaucoup plus lâché Ouais. dans justement ce découpage. C'est quelque chose que tu prévois, ça ou... Ouais, alors Marlizou, j'étais dans je pense que j'étais donc il est sorti en 2013, mais je dû le faire en 2010, donc c'est vraiment une première BD d'auteur, quoi, où j'étais dans une recherche de déconstruction. J'ai fait une école très classique en termes d'enseignement du dessin, donc j'ai une formation assez technique en dessin d'observation, en dessin de plâtre, etc. Et c'est vrai qu'avec le collectif arbitraire, on s'est vachement dirigé vers une déconstruction de notre écriture, aussi bien dans l'aspect plastique que dans le découpage des cases et des gaufriers, quoi. Donc c'est vrai que Marlizou, il y a vraiment il y a une expérimentation dans le scénario, dans le dessin et dans le découpage. Et j'ai des copains qui ont continué à déconstruire, donc on trouve des choses en BD indépendante française où c'est vraiment très déconstruit et éclaté en termes de représentation. Il y a plus trop on part dans l'abstrait à des endroits. Et c'est vrai que moi j'en suis un peu revenu, notamment en faisant beaucoup d'ateliers. Ça fait 10 ans que je fais des ateliers en collège et lycée, donc avec un public assez jeune qui est pas forcément lecteur de BD ou alors de la bande dessinée manga. Et j'ai appris au contact de ces jeunes. Je trouvais ça intéressant de voir leur lecture, de voir leur représentation graphique à eux. Et c'est ça aussi je pense, qui m'a motivé à m'intéresser au manga, qui était quelque chose que j'avais pas trop lu. Et il y a eu aussi cette idée à un moment de me dire, si je vais trop vers l'abstrait et la déconstruction, je peux aussi ne plus parler à certains lecteurs qui ont des codes un peu plus classiques, on va dire. Ouais. Donc il y a une espèce de retour comme ça qui s'est fait vers du classique, après La Danse des Morts, Ouais. dans mon trait. Et donc Cauchemar, je voulais que ça soit quelque chose de revenir, de plus assumé. Enfin, il y a des moments où je fais du beau dessin, c'est-à-dire que j'assume de prendre plaisir aussi à dessiner, de ne pas être que dans de la déconstruction. Et je sais que là, pour les prochains, c'est quelque chose où je suis plutôt clair avec moi-même dans le fait que voilà, je vais peut-être faire du dessin plus réaliste, plus dessiné en fait. Là où dans la BD indépendante, on s'est aussi dirigé vers mettre de côté le dessin, parce que la bande dessinée, c'est pas que du dessin, c'est de la narration en fait, c'est de la séquence en fait, c'est de la séquence narrative. Et moi, j'aime bien mélanger les deux, quoi. Me tenter des petites choses expérimentales, mais rester dans des choses très classiques. Et voilà. Et Cauchemar, il y a quelque chose de très... pas forcément de réfléchi, mais c'est vraiment un livre que j'ai fait en me sentant à l'aise avec le média, quoi. Et moi, je trouve que... Enfin, moi, j'ai le sentiment que dans ce découpage plutôt classique et stable, bah, j'ai l'impression que dans les angles, dans les prises de... Enfin, je sais pas, dans tes... Comment dire? Les cadrages, ouais. Dans tes cadrages et les points de vue que tu adoptes,
c'est beaucoup plus. Par contre, là, il y a vraiment de la recherche et Oui. il y a un côté très dynamique Ouais. là où tu places le regard, quoi. Voilà. Bah, avec le collectif arbitraire et aussi l'association Shifumi, qui est, dont Julien Misseret, qui a fait la postface, s'occupe. Euh, euh, c'est une association qui promeut une bande dessinée un peu plus indépendante, expérimentale, et avec le collectif, on a beaucoup expérimenté en fait en bande dessinée, notamment par des petits exercices qu'on faisait collectivement, euh, où justement il y a de la contrainte, et de la contrainte assez classique de bande dessinée, par exemple un gaufrier de 6 cases carré. Et l'idée, c'est comment, par la contrainte, essayer de trouver d'autres manières de faire de la bande dessinée, de raconter quelque chose, donc de casser, aussi de casser à des moments ces choses un peu classiques. Et c'est vrai que moi, je pense que je suis encore dans ce truc-là d'avoir une base un peu on dirait rigoureuse ou classique, et de voir comment je peux la détourner tout en la gardant, quoi. De pas tout éclater, mais de rester dans des formes assez anciennes et classiques, et me les approprier pour amener quelque chose d'un peu différent, quoi. Toute modestie, hein, sans vouloir réinventer la BD, quoi. Ouais. Et ça, c'est le travail du fanzine aussi. Il y a un côté lâcher, faire vite. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du travail Ouais. du fanzine parce que c'est. Cauchemar, ça commence comme un fanzine où tu as déjà dans l'idée d'avoir un livre à la fin. Bah, c'est vrai que alors c'est rigolo parce que Marlisou, c'est pareil, c'était parti d'un petit fanzine en format A6 que j'avais fait sur un salon de l'édition où voilà, justement il y avait un collectif, la Fabrique de Fanzine, un collectif suisse, qui ont qui ont une imprimante, un petit massicot, une agrafeuse, et puis le temps d'un salon, on peut venir et faire un petit fanzine qu'on agrafe, qu'on plie, donc une petite histoire. Donc il y a ce truc un peu de l'urgence, mais aussi de pas trop se mettre de pression. Et j'avais inventé ce personnage par le fanzine. Et après, quand j'ai fait le livre, c'est les requins marteaux qui m'ont dit bon, voilà, fais-nous un livre à partir de ça. Et là, je me suis retrouvé un peu dans la panade parce que faire un livre, ça veut dire si on le fait de manière classique, ça veut dire écrire un scénario, faire un découpage, faire des recherches graphiques, et on sait exactement où on va avant de le faire. Et Marlisou, j'ai pas du tout fait comme ça, quoi. Je l'ai fait empiriquement. La danse des morts, je l'ai fait un peu moins empiriquement, et le cauchemar un petit peu moins encore. Mais il y a quand même ce truc où j'arrive pas justement à avoir une méthode de travail rigoureusement classique, où il faudrait que j'ai vraiment tapé tout mon scénario, fait tout mon découpage, toutes mes recherches graphiques des personnages. Ça, c'est un truc que j'arrive pas encore à le faire, ça viendra peut-être plus tard, mais il y a encore cette école de l'urgence un petit peu, de la pratique en fait, de mettre directement les mains dedans. Et c'est vrai que Cauchemar, j'ai besoin sans savoir exactement toute la trame et tout le récit, j'ai besoin de déjà commencer à faire des pages pour voir ce que ça va donner. Et au-delà de ça, j'ai besoin après de l'imprimer donc en fanzine, et que ça soit lu et de moi de le lire pour savoir où est-ce que je vais aller, quoi. Et alors, je reste encore très attaché à le fanzina, c'est vraiment quelque chose qui est peu trouvable en librairie, qui se donne ou qui se vend en salon. Enfin, c'est une autre manière en fait d'aborder le livre. Un livre comme ça, Cauchemar, il a été commencé en 2019, il était fini vraiment en 2022, et il sort en 2023. Il y a vraiment un truc dans le temps qui s'étire et qui est très bien, mais le fanzine, il y a ce truc de l'urgence et de la pratique directe qui moi, Et d'un résultat immédiat. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, c'est quelque chose ce que je disais, ça fait 10 ans, toujours avec June de l'association Shifumi, qu'on tourne dans des collèges et des lycées de France et de Navarre. Je sais pas, on a rencontré des milliers de jeunes, et nous on arrive, c'est des sessions d'atelier, je sais pas, de 12 heures, des fois on a fait peut-être un peu plus, peut-être même 20 heures. On arrive, on les fait travailler sur une bande dessinée, un récit, on leur donne 2-3 billes, et à la fin, on imprime, et ils montent eux-mêmes le fanzine, ils l'agrafent, et à la fin ils repartent avec ça, et en 2 jours, ouais, on est arrivé, il n'y avait rien, on leur dit voilà, en 2 jours vous avez fait une bande dessinée imprimée, et vous pouvez la differ aux copains, et on leur dit voilà, ça on peut le faire avec n'importe quoi, du roman, de la photo, je sais pas moi, de la critique de film, ou de ce qu'on a écouté dernièrement. Enfin, le fanzina, c'est quelque chose qui est
qui est à portée de main, en fait, et qui coûte, même si le prix du papier a augmenté, qui coûte pas très cher à faire. Et donc, moi, je reste attaché à ça, et pour Cauchemar, ouais, il y avait cette idée qu'à un moment donné, ça serait un livre, ou une compilation des fanzines, Ouais. mais il y avait aussi ce truc très satisfaisant de se dire, s'il n'y a pas de livre, donc il y a 13 chapitres, il y avait 13 fanzines, enfin 12 chapitres en épilogue, donc 13 petites brochures. Bon, je savais que j'allais trouver un éditeur pour le faire, mais je m'étais dit, si la vie de ce récit s'arrête aux fanzines, ça m'ira très bien aussi, quoi. J'avais besoin de le faire, c'est sorti comme ça. Et voilà. Après, voilà, le fait que ça soit en livre, on a retravaillé quand même des choses avec l'éditeur pour que ça se tienne. Donc il y a des pages en plus, il y a des pages en moins pour que ça soit vraiment un récit, même en termes de scénario et de rythme qui se tiennent sur 400 pages. Ouais. Parce que c'est pas la même lecture en fait quand on a un fanzine qui sort tous les mois ou tous les 2 mois, épisodiquement, que un livre qu'on va potentiellement lire en une soirée, quoi. Donc ça a été un peu retravaillé entre ce qui a été produit en fanzine et le livre qui existe là aujourd'hui. Et retravailler comment? C'est-à-dire qu'il y a des planches que tu as Ouais. redessinées Ouais, il y a mes deux éditeurs, les deux éditeurs de l'Employé du mois qui m'ont accompagné, donc Mathias et Stéphane. Stéphane, il me semble qu'il est professeur de narration à Bruxelles, donc c'est quelqu'un qui est assez calé. Mathias, c'est quelqu'un qui a une grosse culture aussi cinématographique et bande dessinée, mais qui m'ont donné pas mal de billes sur comment écrire un scénario. Enfin, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Moi, c'est vrai que je le fais un peu de manière empirique ou à ma sauce, et c'est vrai qu'ils m'ont après, ils m'ont toujours dit, on te donne des idées, tu les prends ou pas, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé aussi ce rapport avec quelqu'un d'autre. J'aime bien de toute façon travailler collectivement, mais de se dire, ah ouais, là en fait, je comprends en fait ce qu'il veut me dire. Donc il y a des planches où on change peut-être quelques détails, ou une case qu'on va légèrement modifier et qui en effet sur une planche va aider à la fluidité de lecture. Et il y a un passage notamment qui est un passage un peu clé dans le récit, où il disait on peut aller encore plus loin et on peut amener quelque chose d'un petit peu plus aiguisé, mais du coup ça demande à refaire vraiment 10 planches, quoi. Ah ouais. Et donc moi je l'ai fait volontiers, quoi. Ouais. Et après ça fait qu'on a un récit qui se tient un peu plus, quoi. Il y avait aussi, comme je sortais, je me donnais quoi? Je me donnais un peu plus d'un mois pour faire un chapitre, donc un fanzine, et qu'un fanzine c'est 28 pages. En fait, je fais 28 pages, alors qu'au niveau du rythme, peut-être ça aurait nécessité 29 pages ou 30 pages, mais pour le fanzina, c'était 28. Parce que c'est 28 et 14, ça fait 7 feuilles. Ouais, voilà. 7 feuilles recto-verso imprimées, quoi. Ça, c'était une contrainte matérielle. Donc, forcément que le récit va être un peu rogné au profit de la contrainte matérielle. Et donc après, une fois qu'on on sait qu'on va faire un livre de 400 pages, on peut rajouter une page ou deux à des endroits pour fluidifier la lecture. On peut mettre une pleine page ou en enlever une pour des questions de rythme. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont vues avec l'éditeur et qui, par exemple, de remettre dans le livre, on aurait pu se dire, on ne le chapitre pas. Et on a un récit d'une traite du début à la fin, et on s'est dit que ça serait peut-être pas génial en termes de rythme. Donc, moi j'aime beaucoup ces pages de respiration. On a des pages de respiration qui correspondent aux couvertures des fanzines. Donc en fait, il y a un vrai chapitre avec un titre. Après, il y a une page noire, il me semble. Et après, il y a une page noire. Ouais, c'est ça. Donc ça marque quand même une espèce de temporalité au fur et à mesure du récit. Qui, en plus, sans ça, je pense que ça serait une espèce de... Je ne sais plus qui m'avait dit lors d'une rencontre qu'on n'arrive pas à savoir en combien de temps ça se passe. Ça pourrait se passer en 24 heures, ce truc, parce que c'est une espèce de course contre la montre. Et je pense que voilà, ça c'est pas mal. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont vus avec l'éditeur, de se dire, attends, comment penser au lecteur, comment on peut aménager le truc pour qu'il y ait vraiment quelque chose de plaisant à la lecture de 400 pages, quoi. Moi, je trouve que tu es un très bon coloriste. Et par contre, seul le premier chapitre est colorisé, après c'est du noir et blanc. En fait, je trouve que ça va bien avec le propos, hein. Mais
c'est voulu, c'est un hommage au manga où souvent il y a de la couleur au début, pas après, Ouais. Bah, les contraintes financières. ça, c'est un peu une post-justification. Ouais. Ouais. Alors, le gros truc, c'était la contrainte financière. Moi, j'aurais bien aimé le faire en couleur parce que j'aime. Alors, coloriser, c'est un peu laborieux, mais j'aime bien trouver les couleurs, quoi. Il y a toute la phase de trouver les couleurs et de les mettre. Puis après, coloriser les pages, ça rajoute un temps de travail assez long. Ouais. Mais lui, je l'avais pensé en couleur en entier. Mais après, c'est assez rigolo parce que du début à la fin, je l'ai pensé en couleur, mais ça se voit plus sur les premières planches où je laisse la place en fait à la couleur. Tandis qu'à la fin, sans l'avoir fait exprès, ça se tient en noir et blanc seul, quoi. Et, mais du coup, quand on a réfléchi au coût du bouquin avec l'employé du mois, on s'est dit qu'un livre entièrement en couleur, on aurait un prix à, je sais plus, il avait fait les tests, peut-être 35 euros. Là, il est à 23. Ouais. Ouais. Et il y avait aussi l'idée de faire un livre abordable, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la bande dessinée, on a l'impression que les prix augmentent et que pour avoir un récit, il faut sortir 25 euros. Et l'idée, on voulait vraiment faire quelque chose de peu cher, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Mais comme j'avais commencé la couleur, j'avais fait déjà 80 pages. Okay. On s'est dit, c'est un peu dommage de ne pas montrer ce qui a été fait. Donc, il y avait une première justification de dire, bah, c'est un hommage au manga, mais bon, ça n'avait pas été pensé comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, on était là, combien on en met? Et en fait, il s'est avéré que un cahier d'impression correspondait à un chapitre entier, quoi. Donc, en fait, la couleur s'arrête au premier cahier, au premier feuillet d'impression. Okay. Donc, ça tombait pile poil, quoi. D'accord. Ça aurait pu s'arrêter une page avant, une page après. Mais là, ça tombait pile poil. Et il y a une autre justification, c'est le premier chapitre, il y a Pétain qui revient, et à partir de là, on retombe dans le noir et blanc, quoi. Donc un monde coloré. Mais bon, tout ça, c'est un peu des justifications a posteriori. Ouais. Mais qui me dérangent pas, en fait. Et juste une petite question subsidiaire, d'où te vient ce lettrage particulier? Donc c'est un lettrage qui peut faire penser à je sais pas, du graphe, quoi, un peu. Ouais. Mais j'ai pas trouvé d'autres exemples dans la bande dessinée, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça ou... Je l'avais pas mal fait dans la danse des dans morts. La danse des morts, il y en a beaucoup. Marlisou aussi, je crois. Marlisou aussi, je crois. Rien que le... Moi, il me semble que c'est... ce qui m'a influencé, c'est le travail de Marthez Báthory au requin marteau. Et où, en fait, dans les textes, des fois, il met l'onomatopée dans le texte, en fait. Ouais. Et j'avais trouvé ça assez génial. Et du coup, j'avais repris ce truc de... En fait, je trouvais ça hyper intelligent de se dire que dans la case, il n'y a pas le dessin et le texte. Il y a vraiment l'ensemble qui est pensé dans son travail. Il y a l'ensemble qui est pensé, il y a la planche qui est pensée, le dessin et le texte. Ouais. Et qu'en fait, rajouter une onomatopée dans le texte, ça rajoute une information supplémentaire. Ouais. Ça appuie, ça donne une autre info, une autre émotion. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais développé dans les autres. Ouais. Et dans Cauchemar, ça s'éteint en fait, au fur et à mesure du bouquin, je crois. Ouais. Petit à petit, ça disparaît. C'est... Et je ne sais pas si c'est quelque chose que je réutiliserai plus tard, en fait. Ouais. Je crois qu'il y a vraiment un passage qui s'est opéré avec ce livre, et je ne sais pas on verra, si je le reprendrai, quoi. C'est sur la fin, ça s'éteint totalement, trop, et le vocabulaire change graphique. Ouais. Il y a dans Isaac Neutron, je pense que c'est pas mal utilisé, mais je trouve que ça fonctionne dans le registre. Alors, on utilise beaucoup le mot potage pour mon travail, c'est pas moi qui l'utilise, donc peut-être le registre un peu cartoon ou un peu humoristique, quoi. Mais c'est vrai que du coup, au fur et à mesure du livre, dans Cauchemar, on rentre dans quelque chose de vraiment sombre, et naturellement, je me suis mis à plus trop utiliser cette figure-là. Ouais, ça va bien avec un univers qui est peut-être un peu plus psychédélique dans les précédents. Ouais. C'est très... Bon. En tout cas, moi, je trouve que cette bande dessinée, c'est une hybridation assez dingue entre beaucoup d'influences qu'on n'arrive pas, comme je te disais, à vraiment... moi, je sais pas, moi, j'ai pensé autant à Baladi qu'à David B, même... je sais pas, même du Mazrel par moment. Il y a un noir et blanc qui est hyper profond. Et je trouve que ce noir et blanc, il participe au côté oppressant du récit. Quoi.
Oui, c'est vrai que je suis vraiment dans quelque chose de très, de très, comment dire, enfin, il y a pas d'entre-deux, quoi. Il y a pas de, dans l'écriture, c'est pas de la hachure, quoi. C'est vraiment de l'aplat, donc il y a vraiment quelque chose de très, mais qui va avec, comme tu dis, le récit, c'est noir ou blanc, quoi. Ouais. Et je vois qu'au fur et à mesure, les pages sont vraiment équilibrées comme ça. Ouais. On m'a déjà dit Mazrel, dont je connais le travail, mais En peu. moins chargé, mais il y a quelque chose. Mais moi, je suis allé un peu piocher aussi dans les caricaturistes libertaires de la fin du 19e et début 20e, comme Vallotton ou Josso. Dans l'Assiette au beurre, il y a des choses comme ça où il y avait une caricature justement très frontale, Ouais. très rentre-dedans vis-à-vis des pouvoirs, donc l'État, l'Église, l'armée, enfin. Et moi, je suis aussi retourné vers cette iconographie-là, en fait, pour Ok. m'inspirer, quoi. Ok. Et donc, c'est vrai que je pense que le noir-blanc, comme ça fait penser, enfin, ouais, à de la lino ou à de la litho, Oui, donc voilà. ouais, le travail de Mazrel ou de Félix Vallotton, les Mhm. gravures, là. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire ou si quelque chose qui vous a. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire, mais je crois que non, c'est pas mal. Il y a En vraiment voyant des. la couve, j'ai pensé de suite, sur le plan graphique en tout cas, à La France a peur de Larsenet, Moukoumou, La France a peur. Ah ouais, je vois pas. Une puissance Ok. de traits, de couleurs et justement d'intégration de ce que tu disais, des onomatopées qui sont là, qui portent tout le discours. Et ça m'a de suite fait penser vraiment à cette puissance et du coup avec une France qui a peur pour le coup. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est vraiment original. Moi, je n'avais jamais lu un truc pareil. Et ça pose vraiment. En plus, ça pose vraiment des. Enfin, ça commence comme un truc de zombie, ça finit comme un Indiana Jones. Et à l'intérieur, on prend pas mal de claques, je trouve, visuelles. L'air de rien comme ça. Et il y a beaucoup de. C'est vrai que tu navigues dans des questionnements parce que, bon, face à cette menace horrible, ça s'organise, mais la menace, elle est terrible, quoi. Enfin, c'est une masse d'ultra-violence. On se dit comment ils vont s'en sortir. Ça s'organise. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la lutte armée, la lutte pacifique? Est-ce qu'il faut se planquer? Est-ce qu'il faut y aller? Quel temps il nous reste? Enfin, tout ça, ça traverse. Il y a beaucoup de questionnements que tu laisses en suspens qui sont pris en charge par des personnages. Il y a beaucoup de personnages. Ouais, il y a beaucoup qui représentent, je pense, sûrement toutes mes questions à moi dans ma tête. Je pense qu'il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'étais collégien dans les cours d'histoire. Enfin, ce truc quand on nous parle la période de la Seconde Guerre mondiale avec ces histoires de collaboration, de résistance, enfin, ça reste quand même assez flou. Alors même s'il y a eu beaucoup de travail d'historien et d'historienne qui a été fait depuis, mais on a l'impression que d'un coup il y a quelque chose d'horrible et les gens s'organisent et résistent, et en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et moi c'est toujours quelque chose qui m'a questionné quand j'étais petit et plus tard aussi, mais comment d'un coup, enfin en fait la réponse c'est on n'arrive pas d'un coup à quelque chose d'horrible, c'est qu'il y a tout un terreau qui se met en place des années, même voire des décennies avant, et tranquillement en fait, ça se fait vraiment de manière très très douce. Et après l'histoire, le regard de l'histoire le voit comme un épisode, mais en fait il y a toujours ce truc où dans le temps, à un moment c'est un peu trop tard, quoi. Il y a ce truc où à un moment là, l'histoire dira ça c'était des résistants et ça c'en était pas. Et d'ailleurs, à l'époque de Vichy, il n'y avait pas de résistants, il y avait des terroristes et puis un régime. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup travaillé étant plus jeune et qui est aussi un peu en réserve dans ce bouquin, quoi. C'est vrai que l'organisation qu'ils ont, c'est inspiré des mouvements de résistance plutôt face au régime de Vichy et à Pétain, en fait. Ouais, et tu reprends beaucoup de termes comme l'anti-France, qui était utilisé beaucoup sous Vichy. Mais Pétain, j'ai envie de dire, c'est même pas moi qui ai réhabilité Pétain là. Enfin, il a été réhabilité par Macron, puis ensuite par Zemmour. Enfin, il y a des historiens qui ont dû sortir des livres là, au présidentiel pour dire non, mais il faut arrêter de dire des bêtises sur le régime de Vichy. Il s'est passé ceci, cela. Il y a des politiques, enfin des gens qui ont quand même une représentation, donc un certain pouvoir, qui sont prêts à le réhabiliter en disant des âneries, hein, mais qui n'ont aucun souci justement à le sortir de son cercueil. Ouais, d'ailleurs, dans la petite BD numérique qui était parue donc, sur RVB, donc le site,
fait un petit en bonus, du coup, c'est un petit complément. C'est un petit préquel au livre. Une histoire vraie que moi, j'avais jamais entendue, mais peut-être tu peux en parler. Enfin, je sais pas, c'est en 73. Ouais, c'est ça. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Alors, il y a un documentaire que j'avais vu avant de penser ce livre, moi, parce que, en fait, quand je fais de la bande dessinée ou quand je dessine, ce qui est assez génial, c'est que je peux écouter des podcasts ou me mettre un documentaire en fond, donc me cultiver en dessinant. Pas en écrivant, enfin les phases d'écriture ont besoin de beaucoup de concentration, mais comme le dessin c'est quelque chose d'assez mécanique, comme ça je peux écouter des choses. Et donc je suis toujours en recherche de docus, de podcasts, et j'étais tombé il y a longtemps sur un documentaire sur le vol du cercueil de Pétain. Il y a eu un podcast récemment, je crois, qui en reparle, peut-être, ou un affaire sensible, peut-être, je ne sais plus. Donc c'est une histoire vraie où en 1973, il y a une bande j'ai envie de dire de pieds nickelés, mais une bande de types proches de l'OAS, proches de l'avocat de Pétain, qui était outré que Pétain n'ait pas été enterré, je crois que c'est à l'Ossuaire, c'est à Montoire, à côté de Verdun, qui est l'Ossuaire où il y a tous les restes des combattants de la première. Parce que Pétain, ayant été dégradé, a été enterré là où il a fini ses jours, sur l'île Dieu. Et donc, ces gens qui trouvaient que c'était une insulte ou un affront à sa mémoire ont décidé un beau matin d'aller déterrer le cercueil de Pétain et de le ramener jusqu'à Montoire avec une estafette. Et donc, ça c'est vraiment arrivé, quoi. Ils sont organisés, ils ont amené avec eux un marbrier ou je ne sais plus, quelqu'un qui était en capacité de dessouder la stèle et puis de la ressouder en fait derrière, de la souder avec du ciment, quoi. Et de nuit, ils sont arrivés là-bas sur l'île Dieu avec leur petite estafette. Ils ont ouvert la stèle, ils ont pris le cercueil, ils l'ont chargé dans l'estafette, ils ont foutu le couvercle sur la stèle, ils ont remis du ciment, ils ont brossé le petit gravillon qu'il y a autour pour pas qu'on voit les traces de pas, et ils sont repartis sur le continent. Malheureusement pour eux, le lendemain matin, le gardien du cimetière qui a l'habitude que la tombe de Pétain soit dégradée, il va tous les jours, il se rend compte que là elle est particulièrement bien propre, puis il s'approche et il voit que le ciment est très frais. Donc là il appelle la police, ils ouvrent et là il découvre, en fait le lendemain je crois qu'il découvre que le cercueil a disparu, quoi. Donc c'est sur toutes les radios, donc les mecs dans l'estafette ils entendent ça, ils se disent on peut plus aller à Montoire parce qu'on va se faire choper. Donc ils vont à Paris, ils foutent l'estafette et le cercueil dans un box pendant quelques jours. En interne, tout le monde est là, non, mais faut rendre le cercueil, arrêtez vos conneries, les gars, machin. Ils finissent par le rendre, et je crois, je sais plus ce qui c'était à l'époque au pouvoir, mais ils ont dit, il n'y aura pas de procès, on va pas faire de vagues, parce que ça va faire encore parler de l'extrême droite, et donc vous allez gentiment rentrer chez vous et fermer vos bouches, et on va remettre le cercueil à sa place, et basta, quoi. Fin de l'histoire. Donc il y a un docu qui parle de ce truc-là. Et j'avais trouvé que c'était un peu... cette histoire vraie pouvait servir de prétexte pour initier en fait le pourquoi du comment Pétain revient par une justification un peu pseudo-scientifique. Mais on ne dévoilera rien parce que c'est la fin. Mais un twist, c'est ce qui se passe pendant ces 2 jours où il planque le corps. C'est vraiment marrant. Voilà. Le titre, il arrive à quel moment? Très vite. Je crois qu'il est arrivé assez vite. Je ne sais plus à quel chapitre j'en étais, mais ouais, parce que comme je suivais l'actualité vraiment, il y a vraiment eu un moment où j'étais là, non, mais je suis en train de me faire dépasser, quoi, parce qu'il y a des trucs qui sortent, que ce soit de la part du gouvernement ou de l'extrême droite, qui sont ahurissantes. Et c'est ce que je disais très vite. Il y avait ce truc où moi-même, je disais, mais c'est un cauchemar. Et puis je voyais des gens qui sont un peu sensibles au fait de ces choses-là, qui disaient, soit sur les réseaux ou même entre nous, mais c'est un cauchemar. Donc très vite, ça s'est un peu imposé comme ce truc de... Et je trouvais que ça allait bien parce qu'il y a le côté fantastique, quoi. C'est un peu irréel, quoi. C'est une figure, hein, Pétain. C'est pas... Même si je me suis un peu documenté sur sa vie, là, il sert vraiment, malgré lui, de figuration de l'extrême droite. C'est aussi parce que souvent, on entend des gens dire « Ouais, on va voter Front National parce qu'on a essayé ceci, on a essayé cela, on n'a jamais essayé l'extrême droite. » Et en fait, c'est ce truc de dire « Bah non, en fait, historiquement, l'extrême droite a été au pouvoir en France et Pétain incarne cette chose-là. » En tout cas, le régime de Vichy, ouais. Donc, ouais, assez rapidement, il y avait cette idée, quoi. C'est un peu cauchemardesque. J'ai une question. Mais juste avant, quand tu parles de 73, en 73,
il y a eu un meeting de l'extrême droite à l'époque qui s'appelait Ordre Nouveau, qui était halte à l'immigration sauvage. Et l'affiche, c'était ça. Ouais. Ah, c'est pas le salut fasciste, hein, c'est juste pour repousser. Et, et c'est à ce moment-là que l'extrême droite s'est vraiment reconstituée et que le Front National est né à peu près à ce moment-là. Moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a eu des réactions politiques ou de politiques à ton livre? Non, pendant longtemps, on a eu un peu peur de ça, parce que l'extrême droite, en effet, elle a beaucoup évolué parce qu'il travaille beaucoup à son évolution depuis longtemps, notamment grâce à la nouvelle droite de Alain de Benoît et de Dominique Vénère, enfin vraiment de théoriciens de l'extrême droite, qu'on pensait à la culture d'extrême droite et comment ils sont inspirés de Gramsci, donc figure de gauche pour le coup, pour l'hégémonie culturelle. Et là, aujourd'hui, il y a des gens de mon âge et plus jeunes qui utilisent les canaux comme les canaux modernes comme YouTube ou TikTok ou Twitter, donc qui sont des influenceurs d'extrême droite, qui ont totalement compris des questions de pop culture et qui diffusent un message qui a été pensé il y a des générations et des générations. Et donc, moi, quand j'ai fait le livre, en 2019, je me disais, bon, mon propos va être très radical et ça peut ne pas passer, notamment aussi au sein des forces de l'ordre, ou en tout cas des syndicats de forces de l'ordre. Donc, c'était par rapport à eux et par rapport au parti au pouvoir que je t'ai posé la question. Eh bien, écoute, il n'y a pas eu de réaction négative. On a eu un peu peur, on s'est renseigné auprès d'un avocat aussi pour savoir. En fait, il n'y a pas de risque, hein, c'est la liberté d'expression. Mais par contre, je sais qu'il y a ça peut amener des ennuis, notamment, il y a un dessinateur qui s'appelle Placide, qui a quelques années, il avait illustré un petit fascicule du syndicat de la magistrature, enfin un petit livre, donc du syndicat de la magistrature, hein, c'est des magistrats, sur le contrôle aux faciès, quoi. Donc il y avait vraiment, enfin contre en tout cas le contrôle aux faciès. Il avait illustré ce petit livret avec un policier qui crie avec son bâton sur une personne, si mes souvenirs sont bons, et Placide, quand il dessine un être humain, il lui met un groin de cochon, quoi. Mais il fait ça avec tous les êtres humains qu'il dessine. Et le syndicat de police Alliance était tombé sur ce truc-là, a porté plainte, donc il y a eu un procès, il a perdu, il n'a pas voulu faire appel, donc il a dû sortir, Placide, le dessinateur, il a dû sortir, je ne sais plus, si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelques centaines d'euros, et puis ça s'est arrêté là. Après, il y a eu un livre de soutien, c'était peut-être à l'association, où plein de dessinateurs ont redessiné forcément un cochon. Là, il n'y a pas eu de plainte sur ce livre-là, mais on ne sait jamais, quoi. Ça peut tomber entre des mains qui vont un peu appuyer dessus. Souvent, je pense que c'est des outils politiques aussi, de sortir ça à un moment donné, pas à un autre. On s'est dit à un moment avec l'éditeur, bon, en même temps, si ça nous arrive, ça met aussi un coup de projecteur sur ça. Et puis bon, après, ça peut amener des ennuis, mais je pense que, voilà, on s'était renseigné, il n'y a pas de... C'est de la fiction, et puis il y a quand même le droit à la liberté d'expression, encore, en France. Donc non, il n'y a pas eu de réaction négative, ou polémique, même pas polémique. Ouais, je pensais carrément au parti au pouvoir. Tu parles, tu dis que Macron dit, comme tu as dit, Pétain... Maréchal, vous voilà. Maréchal, vous voilà. Macron n'est pas nommé, hein. Il n'y a pas le nom dans le livre. On le voit. On le voit, ouais. Mais on sait que c'est lui. On sait que c'est lui, mais je ne donne pas de nom. Non, mais Pierre dessine très bien, on reconnaît très bien pas mal de personnages. Mais ils ne sont pas nommés. Ou alors le nom est déformé. Alors ça, c'est pareil, c'est une question, parce que il y a Irek Zoumer dans le livre. Irek Zoumer, c'est tout à fait intraçable. Ouais, mais mon éditeur était là, non, mais peut-être qu'il faut mettre les vrais noms. Et je dis, moi, après, j'aime bien aussi les jeux de mots un peu idiots, quoi. Donc, ça reste de la caricature. Et puis ça reste à l'employé du mois qui est un peu hors radar aussi. Oui. Ouais. Qui est un éditeur belge, donc du coup c'est bon, j'ai exactement. C'est forcément une blague. Ils sont de l'autre côté, et puis ils sont de l'autre côté de la frontière, il n'y aura pas d'ennui. En tant qu'artiste, puisque tu as une qualité de... J'ai vu tes dessins dans d'autres situations, très réalistes, je pense à ce que tu as fait avec des jeunes à Montreuil, où il y a vraiment, on reconnaît les jeunes, on les voit dans une situation. Comment est-ce que tu balances entre cette qualité de réalisme très très précis et l'inventivité des... J'ai pas vu grand chose, mais
il y a des côtés monstrueux à un moment donné. Comment tu balances entre le fantastique et le réalisme? Peut-être c'est une question que tu ne te poses pas d'ailleurs. Ben, c'est une question que je me pose parce que justement, je pense que le passage à Montreuil avait été hyper intéressant. Donc j'ai fait 2 années de résidence à la médiathèque de Montreuil avec la compagne de Xavier, Valérie, et j'avais rencontré Xavier à ce moment-là. Mais c'était pas l'objet de ma question. Non, mais ça a été une rencontre assez forte aussi pour mon parcours, puisque j'ai vraiment pris le temps d'aller à la rencontre d'un public adolescent et j'ai revu ma pratique en fait de dessinateur en allant avec les jeunes. Et donc pendant cette résidence, j'ai beaucoup dessiné, croqué les jeunes ados de Montreuil. Donc j'ai renoué aussi avec une pratique plus technique ou plus réaliste de mon dessin. Donc la restitution de résidence était basée sur ces recherches. Et en effet, donc, de cette résidence, il y avait vraiment deux styles d'écriture qui sont sortis, et donc que tu as vu. Donc il y avait la petite BD Isaac Neutron, qui est carrément cartoon ou caricature. C'est toi Isaac Neutron? Oui, c'est moi, ouais. Et il y avait un portfolio, en effet, avec des illustrations très réalistes de scénettes de la vie des jeunes. Et en fait, il y a toujours ce truc où je me dis, mais j'ai pas envie de choisir entre les deux, quoi. Et je pense que c'est ça aussi dans Cauchemar. Je pense qu'il y a un peu il y a ce truc un peu cartoon ou fantastique, mais il y a aussi des moments beaucoup plus réalistes, parce que je sais aussi dessiner de cette manière-là. Et j'aime bien l'idée de mixer les deux, quoi. Voilà. Donc, après pour les prochains projets que je fais, je me dis que j'aimerais bien tendre vers quelque chose de plus réaliste dans la forme, mais je sais que je me dis ça et que je vais quand même à des moments me faire une case où il y a quelque chose d'un peu cartoon ou fantastique, quoi. Je me sabote tout seul tout le temps quand je travaille, quoi. J'ai peur des fois d'être dans un truc trop solennel ou trop sérieux, et à chaque fois je suis obligé de contrebalancer, ouais. Et qui c'est qui sort de sa tombe la prochaine? C'est Louise Michel ou... Ouais, ça serait pas mal. C'est cool, ouais. Ça serait bien, ouais. En mode Louise Michel qui sort de sa tombe la prochaine fois. Ah ouais. Bon, bah merci Pierre. Bah merci. Si vous en avez la curiosité, et d'être venu, et ouais. Si vous avez la curiosité, Pierre est tout à fait disposé à faire des dédicaces. Ouais. Sinon, on boit un coup et on discute tranquillement. Merci. Je te mets une table un peu plus. Soit je m'assois plus haute. Ouais, je vais chercher ça.